merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière journée de ce fabuleux festival. Et je suis très heureuse de me retrouver à cette table ronde avec des auteurs que je connais pour quelques-uns depuis quelques années déjà. On ne va pas dire depuis quand, sinon on va livrer notre âge. Et d'autres que j'ai le grand plaisir de rencontrer. Et autour d'une thématique que je trouve passionnante, en réalité c'est un sujet de thèse, mais on n'aura pas assez de temps pour l'écrire. Donc on va essayer de débroussailler ensemble les idées, les concepts, les questions qui naissent de cette question posée, de ce titre, que je trouve d'ailleurs très beau. Je ne sais pas qui l'a défini, mais l'avenir des mémoires, écrire en diaspora. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser pour débroussailler un peu les termes qui nous réunissent aujourd'hui dans cette table ronde, c'est d'abord celui de diaspora. Vous tous, vous avez fait l'expérience de l'immigration, de vivre, parfois de vous installer dans un autre pays. Est-ce que le mot de diaspora a encore un sens selon vos différents parcours? Par exemple, Mabrouk Rachdi, et je vais commencer par vous, vous êtes né en France. Est-ce que vous vous sentez encore rattaché à une diaspora ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour moi, ça a un sens, parce que ce mot diaspora relie à une partie de mon identité qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Et quand je parle de l'autre côté de la Méditerranée, je parle de l'Algérie, je parle du Maghreb, je parle de l'Afrique. Et c'est important pour moi de revendiquer, et je le fais à travers mes livres, cette autre part de mon identité et qui me lie aussi là à d'autres auteurs aujourd'hui, mais par ailleurs je me sens lié, je suis lié avec d'autres auteurs de la diaspora algérienne, de la diaspora africaine, et nous avons des échanges assez réguliers à travers Jeune Afrique, mais par ailleurs aussi, je veux dire, même avant Jeune Afrique, il y avait ce lien qui était créé. Donc, ce mot a un sens pour moi, et au-delà même, parce que tout n'est pas littérature, au-delà même des livres, des publications, il y a aussi dans la vie, et ce sentiment d'appartenance commune de ces populations issues du Maghreb, d'Afrique, il existe, il crée un commun, il crée une expérience très particulière, et donc oui, je prends le terme diaspora. Alors vous avez utilisé un autre mot important, c'est celui de commun. On y reviendra tout à l'heure pour savoir ce qui constitue justement ce commun. On va faire un aller-retour. Amina Tapani, qu'est-ce qu'il évoque aussi pour vous ce mot de diaspora? Okay, merci Anan. Désolée, j'ai une petite voix, je suis en train de la perdre. J'espère qu'elle sera là jusqu'à la fin de nos échanges. Alors, le mot diaspora, j'avoue que c'est un mot que j'appréhende souvent par plusieurs biais déjà. Moi-même, en tant que personne vivant hors de mon pays d'origine, donc il y a toute cette notion de diaspora qu'on finit par interroger. Et aussi, c'est une question que j'ai beaucoup interrogée dans le cadre professionnel aussi. C'est peut-être pas le mot... Il est lourd déjà, ce mot diaspora. Il est souvent connoté. Il rappelle souvent des histoires, des mémoires qui sont plus profondes. Donc souvent, on a l'impression que c'est un poids à porter. Mais au final, on se dit, ah oui, en fait, une fois que je ne suis pas dans mon pays d'origine, que je vis dans un entre-deux, que je suis d'ailleurs, je fais partie de cette diaspora. Donc on ne peut pas s'en dessaisir. Donc oui, pour moi, la diaspora fait sens. Elle fait sens aussi parce que je finis par me rendre compte qu'aujourd'hui, elle rentre aussi dans mon travail d'écriture, que je le veuille ou pas, c'est quelque chose qui s'impose, qui s'imprègne, qui se diffuse dans mon écriture. Mon roman, il est complètement autour de ces questions. Je ne pense pas que j'aurais écrit ce roman si j'étais encore en Côte d'Ivoire. Je l'ai forcément écrit parce que j'étais au Maroc et parce que j'étais dans un autre contexte qui n'était plus ce contexte d'origine. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Une fois qu'on est parti de chez soi, il y a un regard qui est forcément différent. Et j'ai écrit au Maroc, j'ai été publié en France et je ne suis pas lu en Côte d'Ivoire. Donc c'est une question déjà qui nous interpelle à chaque étape de notre travail d'écriture, autant au moment où on écrit, où on se situe, autant d'où on parle et à qui on parle. Donc oui, pour moi, ça fait sens dans ce thème-là.
Blaise Ndala, aussi ce que recouvre ce mot de diaspora au regard de votre parcours personnel. Merci, bonjour tout le monde. Alors moi je suis parti de l'ancien Zaïre à la fin de mes études de droit, donc j'étais déjà devenu un homme, j'étais adulte. Aujourd'hui je dirais que plus de la moitié de ma vie je l'avais déjà passé en Afrique, donc forcément parler de diaspora, je me retrouve dans cette réalité-là. J'arrive en Europe, puis puisqu'on reviendra sur mon dernier livre, je me rends compte d'une part de la mémoire du Congo qui se trouve à l'extérieur du continent, à l'extérieur de mon pays, pas que symboliquement, mais matériellement, hein, à travers des destins humains, des destins brisés, matériellement, là, figés sous mes yeux. Je bouge de la Belgique, je me retrouve au Canada où je vis depuis 16 ans. J'ai ce regard qui est nourri par mon décentrement géographique, regard qui se porte sur une communauté que j'évoquais hier, celle des autochtones du Canada, dont le parcours, le destin n'est pas sans écho au mien. Je passe mes 5 premières années au Canada pour des raisons professionnelles. Je me retrouve donc comme juriste de droit de l'homme dans un bout de l'Amérique du Nord, d'où nous viennent beaucoup de bruits, pas toujours heureux, Haïti. J'y passe 1 an et là, je découvre pas seulement des pans de cette mémoire commune qui relie l'île chère à Dany Laferrière à notre continent, mais également de lieux géographiques, physiques, qui renvoient au Congo carrément. Je pense par exemple à la plage Congo Beach à Jacmel, pour ceux qui sont allés à Jacmel, qui ont été à ces carnavals. Il y a une plage mythique qui est là-bas, qui porte carrément le nom du Congo. Je vais creuser, je vais parler avec des amis haïtiens qui approfondissent à mon grand bénéfice cette connaissance que j'avais déjà de l'histoire à la fois riche et tourmentée de l'île sur la part congolaise qu'il y a dans la révolution haïtienne, à travers notamment un personnage que les Haïtiens s'y connaissent, Macandal, qui s'appelait. Voilà, donc là je retrouve encore un bout à la fois du Congo et de l'Afrique, et ça me rappelle encore une fois le décentrement que j'ai pu vivre en passant par l'Europe, l'Amérique du Nord, les Caraïbes. Et ces influences, ces regards, tout ce que la mémoire éponge de l'écrivain va ramasser, absorber à travers ses parcours, d'une manière ou d'une autre, est recraché dans l'œuvre dont nous parlerons en partie aujourd'hui. Il y a une phrase de Salman Rushdie qui est très belle, je trouve. Il dit que l'homme n'a pas de racines, il a des pieds. Et que sa vocation, c'est de se déplacer. Et quand notre vocation est de nous déplacer, forcément, c'est qu'on crée une diaspora. Parce que la diaspora, c'est un peu la grammaire, un peu du lien des gens d'ici et d'ailleurs. Et moi, j'en ai une conception plutôt utilitaire, dans une perspective qui est purement sociologique. C'est-à-dire, j'ai fait une thèse sur la diaspora sénégalaise à Paris et ses relations de solidarité avec le Sénégal à travers des notions de dette et de don. Qu'est-ce qu'on doit à son pays, si on doit quelque chose à son pays? Qu'est-ce qu'on doit à sa famille? Qu'est-ce qu'on doit à sa maman? Est-ce que les transferts d'argent sont une manière, en quelque sorte, d'essayer de rembourser une dette qui serait symbolique, en quelque sorte? Donc c'est par cette entrée-là que la diaspora est devenue une entité pas immatérielle, mais une entité factuelle qui devenait une matière sociologique importante pour moi. Mais si on regarde l'histoire des diasporas, parce que tous les peuples ont des diasporas, et il y a une monographie qui a été faite par Stéphane Dufoy, qui est un chercheur à l'université de Nanterre, qui avait écrit un petit livre très pratique sur la question de la diaspora, en parlant beaucoup de la diaspora juive. Et quand on connaît les tonalités de l'histoire, on sait quelle a été la particularité de ce parcours-là. Et justement, à travers cette monographie, il en venait à parler de toutes les autres diasporas qui partageaient une certaine forme de conditions, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient littéraires. Ça foisonne en quelque sorte. L'entité de la diaspora est une multitude. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir de cette matière-là et de cet état de fait ce qu'on peut en tirer dans nos discussions ici,
une fois le constat posé, parce que la thématique de notre discussion, c'est écrire en diaspora. Mais est-ce que nous n'appartenons pas aussi, d'une certaine manière, aux pays dans lesquels nous vivons? Est-ce que la diaspora, ce n'est pas forcément le destin de tout le monde? C'est que l'identité est toujours, par essence et par définition, multiple. Et on a parlé dans les tables précédentes de centre et de périphérie. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, donc je pense qu'on va essayer de garder cette hygiène-là. Et c'est important de voir que la notion de diaspora, elle revient en force, notamment en France. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité des dernières années. On a essayé de créer un État dans la diaspora, avec une vraie existence. C'était un projet qui a été porté par l'un des anciens dirigeants du CRAN, qui est une association de défense du droit des populations noires en France, Louis-Georges Tin. Et à l'UNESCO, depuis quelques années, il y a la décennie. C'est une manifestation officielle qui a reçu l'assentiment et la promotion de beaucoup d'institutions, qui s'appelle la décennie des afrodescendants. Et l'idée, c'est que la diaspora, à partir de quel corps on le construit? Est-ce que l'unité de mesure, c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est le pays d'origine? Donc nécessairement, le mot diaspora a vocation à être à la fois retravaillé, parce que, comme toujours, il est trop vaste pour signifier quelque chose. Et il a quand même un corpus commun qui nous fait tenir. Et donc, je pense que dans la suite des échanges, c'est peut-être voir quelle est la variable d'ajustement, de quelle diaspora on parle, quel est le noyau autour duquel on se retrouve. En tout cas, moi, je me considère à la fois d'ici et d'ailleurs. Ces questions d'identité, je les ai réglées. Je pense qu'on ne peut pas, après avoir vécu 10, 15, 20 ans dans un pays, s'en laver et dire qu'on n'en garde pas une trace. On est toujours aussi de là où on vit. Et je pense que c'est une identité à magnifier aussi. Alors pareil, un peu comme pour Elgas, en fait, ce mot est arrivé très tôt dans ma vie. Au moment où j'ai quitté le Maroc donc pour m'installer en France, ce mot diaspora s'est invité. Et petit à petit, j'ai appris à m'en méfier de ce mot. Tout simplement parce que, comme toutes les étiquettes qui nous collent à la peau, ça m'a un peu écorché. Maintenant, ce mot n'a cessé de m'écorcher depuis. Parce que souvent, quand on vous catalogue dans cette catégorie de personnes ou d'écrivains de la diaspora marocaine, c'est comme si vous étiez d'un coup investi d'une mission de représentation. Alors même que lorsque je me suis déplacée pour aller vivre en France, je ne me suis pas encombrée de toutes ces questions. Voilà. J'y suis allée de la façon la plus naturelle qui soit, comme tu le disais si bien. Ce sont les autres qui projetaient sur moi une mission de représentation. Donc, quand ce sont des Marocains, et puis en France, quand je suis arrivée là-bas, effectivement, on me voyait aussi comme une étrangère, comme appartenant à la diaspora d'un autre pays, là où moi j'étais tout à fait prête, et ce que je pense avoir réussi là-dessus. Donc je pense avoir fait un mariage heureux quand même entre ces deux identités, mes deux pays, tout simplement. Un lycéen rencontré ici même hier matin m'a dit « Est-ce que vous ne pensez pas avoir perdu de votre marocanité ?» C'est une très bonne question. C'est très surprenant de la part de quelqu'un qui a 14 ou 15 ans. Eh bien, la réponse, c'est pas du tout. C'est-à-dire que, au contraire, mes deux pays se tiennent par la main, m'apportent quelque chose que je considère comme étant une richesse. Et je ne me sens absolument pas investie d'une mission. Voilà, je me suis allégée de ça, d'autant plus qu'à un moment donné, j'ai travaillé comme conseillère en insertion en France, et c'est une expérience qui m'a beaucoup apaisée à ce niveau-là, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient exclues du marché du travail ou qui étaient dans une démarche d'insertion. Je parle de ça dans mon roman « La théorie des aubergines », parce que je trouve que la démarche d'insertion
est similaire à la démarche d'intégration. En ce sens que, au fait, à chaque fois qu'on vous accole une étiquette, c'est la même démarche au final qu'on vous demande. Voilà. C'est-à-dire celle de faire un effort pour appartenir à un clan, choisir votre camp. Et en tout cas, quand j'écris en particulier, je ne me pose pas toutes ces questions-là. Voilà. Là, je suis à Marrakech, je vais rentrer chez moi, et quand je vais écrire, le Maroc sera forcément là, et tous les paysages que j'aurai traversés seront là. Et voilà, je ne me pose pas ces questions-là. Vous avez déjà tous soulevé énormément de questions, mais moi je vais essayer de respecter la méthodologie de revenir au terme de la table ronde, mais on répondra évidemment dans vos réponses à tout ce que vous avez déjà soulevé. On a évoqué la diaspora, et puis il y a la première partie de la phrase qui s'appelle « l'avenir des mémoires ». Et vous l'avez un peu dit avec la mission de responsabilité ou le devoir de représentation. Est-ce que le fait d'écrire en diaspora, donc d'avoir un lien, qu'il soit hérité des parents, comme dans votre histoire Mabrouk, ou qu'il soit ou la vôtre Leïla, est-ce que ce lien qui existe d'une façon ou d'une autre au pays d'origine ne va pas avec une responsabilité, ne va pas avec une sorte de devoir, voire d'une sorte de dette de sens, pour reprendre le terme de Paul Ricoeur, envers les parents ou envers le pays auquel on finit par revenir et dont on finit toujours par parler. Et est-ce que pour vous ce n'est pas pesant? Je le dis parce que vous avez utilisé le mot de allégé, je me suis sentie allégée. Donc est-ce que s'identifier à une diaspora, et vous en avez tous parlé dans vos premières réponses, reconnaître qu'on est d'une diaspora, avec les difficultés que ça implique, comme vous l'avez dit Leïla, ça ne va pas avec ce devoir. Et est-ce que ce devoir est pesant, ou est-ce qu'on le vit en toute liberté et qu'on accomplit son devoir avec bonheur? Elgas, parce que je vous vois hocher la tête. Non, pas spécialement, c'est juste que toutes ces questions m'ont traversé pendant 5 ans quand je faisais ma thèse. La question de dette de sens, de dette symbolique, de redevabilité, de devoir par rapport au pays, de dette à la famille, de même dette aux parents, en quelque sorte. Oui, ce sont des termes très familiers. Et moi, j'avais mis ma thèse sous la tutelle théorique d'un anthropologue français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marcel Mauss, qui a beaucoup travaillé sur la question du don et du contre-don. Qu'est-ce qu'on reçoit de sa famille et qu'est-ce qu'on donne en retour? Et moi, c'est cette sphère-là que j'ai explorée. Et j'hochais la tête parce que c'était juste amusant, ces réminiscences-là. Parce que voilà, une thèse, je ne sais pas s'il y a des forçats qui en font encore aujourd'hui. C'est fastidieux. Mais est-ce qu'on finit par l'éponger un jour, cette dette? Alors moi, je vais me défausser sur les gens que j'ai enquêtés. Moi, je n'ai pas nécessairement trouvé la réponse. Mais en tout cas, c'était très intéressant quand on fait des entretiens d'1h30 avec des gens et qu'on leur demande, oui, est-ce que vous vous sentez redevable de votre pays? Est-ce que vous sentez que vous devez quelque chose à votre pays? Et c'est vrai que pour la diaspora sénégalaise, et je ne parle que pour elle, c'est celle que je connais, oui, ce sentiment de dette, il est là. Ce sentiment de dette est plus que présent. Parce qu'il faut savoir que quand on part, moi j'appelle ça la violence symbolique du départ. Pourquoi on part, en quelque sorte? Pourquoi on part dans les pays? Alors, il faut essayer de voir la communauté de destin qui s'unit par ce départ-là. Est-ce qu'on va en France, au Canada, ailleurs dans les pays occidentaux, par gaieté de cœur ou par nécessité? Est-ce qu'on va y chercher quelque chose que nos pays ne peuvent pas nous offrir? Est-ce qu'on va y chercher une prospérité économique? Est-ce qu'on va y chercher une liberté, de l'évasion, ainsi de suite? Toutes ces questions sont essentielles et structurantes pour pouvoir comprendre quel est le degré, justement, de l'attachement et de la dette. Et pour terminer, moi, personnellement, ces questions-là, je me suis défaussé sur justement mes enquêtés, mais ce que je pourrais dire, c'est que jusqu'à présent, 95% de ce que j'ai écrit, chroniques, articles de thèse, livres, parlent du Sénégal. Ça, c'est un choix d'ancrage, surtout par mon activité journalistique. Il m'a semblé important de maintenir le lien avec mon pays pour en connaître justement les figures, pour en connaître la mémoire, parce que je pense que si on flotte trop, on est à la merci de certaines acculturations qui peuvent avoir un caractère très dévitalisant. Et moi, ce que je recherche avec cet ancrage-là, c'est de connaître mon pays. Et très souvent, on dit qu'il faut penser l'Afrique
Moi, je préfère la formule de Jean Coppens qui dit il faut peut-être la connaître d'abord. Aminata? Ok, mais ça me fait partie dans plein de choses en même temps, donc je ne sais pas trop comment je vais peut-être structurer ça. Déjà, tout à l'heure, quand les autres parlaient, je me suis dit, diaspora, finalement, même le thème lui-même est quelque chose qui questionne, comme disait Elgas, qu'est-ce qu'on met là-dedans, de qui on parle quand on parle de diaspora. Et c'est peut-être ce que je tentais tout à l'heure de dire, que peut-être à un moment, je me suis posé la question si je faisais partie de cette diaspora-là, parce qu'il y a aussi dans les définitions préconçues, souvent la diaspora est vue aussi comme peut-être nous qui sommes là, cette élite qui parle, qui est vue, cette partie de nos pays qui peut apporter, qui valorise, qui met en avant. Souvent, aujourd'hui, ce mot, il est connoté positivement, mais il est connoté positivement parce qu'on veut mettre à l'intérieur ceux qui valorisent ce pays, ceux qui le mettent en avant, et parfois on oublie peut-être ceux qui sont en marge dans cette diaspora, ceux qui sont les exclus, et les migrants, ceux qu'on appelle souvent les migrants, et qu'on ne va pas forcément intégrer dans cette terminologie de diaspora. Donc, ça dépend de comment je me lève le matin. Donc, parfois, j'ai envie d'être à cette marge, donc de me considérer comme migrant parce que je n'ai pas l'impression, moi, d'apporter quoi que ce soit, peut-être à la Côte d'Ivoire où je suis partie volontairement. Mais voilà, s'interroger nous-mêmes, est-ce que dans ce mot diaspora, on n'est pas dans un truc déjà d'exclusion dans tous ceux qui partent? Et comment on part finalement? Est-ce que ce n'est pas nos trajectoires personnelles qui font notre lien et notre place dans cette diaspora en termes de niveau, de degré ou d'attachement? Je pense que ce sont des questions souvent qu'on ne règle pas. Mais elles varient selon le moment. Moi, il y a des moments où on se sent peut-être très fortement attaché à son pays, et il y a des moments où on a envie de le rejeter, et ça va se ressentir dans nos écritures. Moi, je réalise que quand j'écris, je parle forcément, mes personnages sont ivoiriens, mes espaces sont ivoiriens, alors que j'écris de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut vraiment s'interroger aussi nous-mêmes dans Diaspora, déjà, qu'est-ce qu'on met là-dedans et qu'est-ce qu'on veut porter à travers ce mot. Blaise Ndala, sur cette responsabilité, le devoir d'écrire sur son pays, son histoire, parce que c'est par là que passerait l'avenir des mémoires. Est-ce que d'abord vous le vivez comme une responsabilité, et est-ce que c'est un poids? Un poids, certainement pas. Ce qui m'a aidé, qui m'amène à ne pas en faire un poids, c'est un droit que je revendique haut et fort, c'est le droit à la trahison. Donc je vais pouvoir trahir correctement, soigneusement, radicalement le Congo quand j'en ai envie. Ceux qui ont lu Sans capote ni Kalachnikov, mon deuxième roman paru chez Maman d'Encrier, savent que je n'y vais pas de main morte quand il faut fustiger le semeur de Karou qui ensanglante et violente les femmes du Kivu congolais, même si la région dont je parle, par ailleurs, n'est pas nommée telle qu'elle. Et quand on lit mon dernier roman, Dans le ventre du Congo, qui convoque la mémoire coloniale avec Expo 58, le dernier zoo humain, on a beaucoup parlé de zoo humain avec Pascal Blanchard en Belgique en 58, où on exhibe la chair congolaise aux bons pèlerins qui viennent voir du nègre pour amuser la galerie et passer le week-end en famille, à l'heure où le cinéma fait ses débuts timides, même si il y a un souci de restituer dans cette histoire triste la part précoloniale de notre mémoire, que les Belges n'ont pas nécessairement voulu rendre telle qu'elle. Quand on regarde la complexité, ce que je voulais donner comme complexité de cette partie de notre histoire, je démontre aussi que ces royaumes anciens, d'où sont venues les princesses qui sont les personnages principaux de mes romans, ce n'était pas le paradis. J'essaie de montrer aussi qu'on n'a pas toujours été le sympa, le pauvre innocents africains que le Belge Léopold II et autres sont venus menacer. Donc je me protège derrière ce devoir de trahison qui fait que je peux dire de mon pays à la fois le bien que j'en pense, mais aussi tout le mal que j'en pense, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Après, c'est moins une question de responsabilité ou de devoir que, et je reprendrai le terme que j'utilisais hier, d'une sorte d'obsession. Il y a vraiment une quête, quelque chose d'inassouvi, d'inabouti, d'inachevé qui me taraude, qui fait que comme mes premières grilles de lecture du monde, de l'autre, me sont venues du Congo,
Ma conscience politique... Pardon, parce que vous parlez de ça. Pourquoi est-ce que ça vous taraude et est-ce que c'est lié à une forme de culpabilité d'être parti? Pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession? Et c'est pour faire écho à la violence du départ qu'évoquait tout à l'heure Elgas. Non, dans mon cas, et je comprends carrément, et je suis entouré des gens qui sont dans la situation que décrivait Elgas, mais moi, le départ pour la Belgique d'abord, à la faveur d'une bourse de 3e cycle, je connais très peu de gens qui fuient avec le feu, à l'arrière, avec une bourse. Oui, c'est une opportunité qui peut arriver à un moment où on a envie vraiment de partir. Mais non, je n'ai pas vécu ces départs-là comme un déracinement, quelque chose de violent. Non, c'était vraiment un choix académique, scientifique, voulu, souhaité par ma famille. On disait, tu as un beau parcours, qu'est-ce que ça serait génial si tu avais cette bourse. J'ai raconté ça à Samy Tchak l'autre fois, qui a vu mon père. Cette bourse d'études, je l'ai parce que mon père, qui m'a poussé à soumettre cette candidature, vient me voir. On est à une semaine, tu n'as pas envoyé le dossier, tu pourrais avoir ta chance. On ne peut pas t'envoyer étudier en Belgique. Sollicite cette bourse. Moi, je dis, c'est tard. Mon père prend le dossier, il va personnellement jusqu'à l'aéroport d'Ndjili déposer dans la boîte cette demande qui est comme une bouteille à la mer qui me permet de partir. Donc je pars heureux. Je suis heureux d'aller embrasser une nouvelle aventure humaine. Donc je ne suis pas parti pour me délester d'une charge ou pour fuir une dictature qui était là. Elle était là, mais comme quinoa, comme dit Koffi Olomide, motezo pela metozo zikate. Donc l'enfer est là, il brûle, mais nous restons debout. Donc on se fait faire avec. C'était pas vraiment ça. Mais par contre, il y avait toutes ces questions que l'on ramenait de l'enfance, de l'éducation, de découvrir dans nos manuels scolaires, par exemple, qu'on en sait davantage sur la création de la Belgique, sur les deux communautés belges, qu'on en sait sur le royaume de Bakuba, de Balunda. Et puis après, quand tu as dans ta famille un oncle parce qu'il a cette moto de seconde main qui dit toujours « Les Belges ne reviendront pas, c'est nous les Belges, je suis le nouveau colon ». Tu dis « Qu'est-ce que ça nous a laissé, ça te travaille ?» Parce qu'il associe ça aussi aux études. Est-ce que celui qui a étudié est toujours le même? Donc tu as toutes ces interrogations-là qui fait qu'à un moment donné, toutes les réponses que ni la société, ni le système éducatif, ni ton environnement familial, social ne t'a livré, quand tu arrives à l'étranger et que tu as, notamment grâce aux bibliothèques, je parlais de mon arrivée en Belgique, je vais à Tervuren, je tombe sur une tombe où on m'apprend, voilà, on a enterré ici 7 Congolais qui avaient été exposés aux eaux humaines de 1897, voilà leur tombe, voilà leur nom. Je vois des noms qui, par leur consonance, ressemblent à des noms de mon groupe ethnique. Ben forcément, il n'y a pas de responsabilité des devoir ou quoi, mais tu te questionnes, tu te dis, mais c'est pas possible. Si ça se trouve, c'est peut-être mon arrière-grand-père. Comment se fait-il que je ne sache pas? C'est une interrogation qui vient du plus profond de toi, d'un territoire intérieur qui, quand on est écrivain, nourrit cette quête de connaissance. Et comme on n'a pas les réponses, les hypothèses, on les cherche aussi dans la fiction. Et c'est ce qui va faire que ça va revenir jusqu'au jour où, je termine par cette anecdote, on vous invite à Berlin par l'ambassade du Canada, pas du Congo, pour aller parler de ce bouquin. Vous êtes devant 47 ambassadeurs du réseau des ambassades francophones d'Allemagne, et c'est l'ambassade du Congo qui prend la parole à la fin pour dire, écoutez, sur ces questions de mémoire, je pensais que nous, diplomates, étions le mieux placés pour défendre ces causes-là. M. Ndala vient de nous démontrer que nous pourrions ne rien faire, les écrivains connaissent ou ont 90% de la réponse à ce qu'il faille faire. Pas des responsabilités, pas des devoirs, mais un tel adoubement, pour moi, c'est une manière de rendre à la patrie peut-être ce qu'elle n'a pas pu conserver ou ce qu'elle n'a pas pu aller chercher elle-même par les moyens institutionnels dont il dispose. Mais comme c'est le Congo, quand l'ambassadeur me dit « demain, quelqu'un de l'ambassade viendra te chercher », c'est une insulte, là, il est dit à Lingala, que ce soit les Canadiens qui t'amènent ici, il faut que tu viennes à l'ambassade. C'était le 21 octobre au soir. J'attends le chauffeur. Leïla. Pour ma part, je ne me sens pas au fait investie d'un devoir. Le seul devoir que je m'impose quand j'écris, c'est celui de la sincérité. C'est celui de la sincérité et je me dis, il faut que je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'en ayant traversé des lieux, en ayant vécu au Maroc, en France, je veux m'exprimer à partir de ce territoire et peut-être à partir de mes inquiétudes, de certaines de mes colères aussi, faire des textes. Voilà, la seule exigence, c'est celle de
d'écrire, d'être libre dans ce que j'écris. Je me dis que mon territoire de liberté, il se cantonne en une petite page A4. C'est quand même pas beaucoup. Donc là, je suis pleinement libre et je vais utiliser ça, cette liberté-là, pleinement, en étant le plus sincère possible et en parlant aussi en connaissance de cause, comme disait Camus. Et puis, quand mon premier roman est sorti, on m'a dit que c'est un livre politique. Je vous avoue qu'au départ, ce mot-là m'a fait peur. Vraiment. Je me suis dit, mais moi, j'ai simplement écrit un livre où je travaille d'abord la langue, en racontant une histoire, avec des problématiques qui peut-être m'obsèdent et forcément surgissent au moment où j'écris. Mais je ne me suis pas dit, je me suis pas réveillée en me disant, je vais écrire un livre politique, où j'aurais vraiment une dette ou quelque chose à revendiquer. Ce n'est absolument pas comme ça que je raisonne. Et avec le temps, je me suis dit que c'est tout à fait normal, puisque je suis d'abord un individu avec une trajectoire. Et quand cette trajectoire-là subit un environnement qui n'est pas serein, eh bien, ces questions politiques arrivent sur le tapis. Donc ça rejoint mon idée de sincérité de départ. Disons que ce n'est pas l'objectif en soi quand j'écris, pour faire simple. Néanmoins, ces questions-là me rattrapent, mais je n'en fais pas un devoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. J'estime même que quand j'ai des revendications à faire, ou des choses à exprimer, ou une dimension militante dans ma vie, elle peut s'exprimer, elle serait plus efficace si je l'exprimais par d'autres moyens. L'humanitaire, par exemple. Je peux me joindre à des associations pour revendiquer certaines choses. Mais quand j'écris, il ne faut pas que ces éléments-là viennent polluer mon écriture, viennent interférer avec le texte que je suis en train de construire. Mabrouk Rachdi, même question, et je voulais en ajouter une parce que le temps passe et donc il faut qu'on soit efficace. La question, puisqu'on parle beaucoup de paroles et d'écriture, la question du silence aussi. Vous, dans votre livre « Tous les mots qu'on ne s'est pas dit », vous parlez, c'est à l'occasion de la célébration de l'anniversaire d'une maman, une famille se retrouve, il y a des péripéties, et puis la parole se libère. Donc est-ce que aussi, quand on est enfant d'immigrés comme vous, selon la formule consacrée, il y a ce silence, et du coup, est-ce que l'écriture, quand on est en diaspora, elle ne vient pas aussi combler ce silence? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Alors, je vais répondre un peu aussi à la question précédente. Moi, j'aime bien, je préfère en fait l'expression de Ricoeur, travail sur la mémoire plutôt que devoir de mémoire. C'est-à-dire que je ne me sens pas investi d'un devoir supporté et obligé de raconter un héritage. D'ailleurs, j'ai publié mon 9e roman, mais auparavant, mes premiers livres ne parlaient pas en fait de mémoire. C'est avec le temps que ça m'a rattrapé, avec l'âge que ça m'a rattrapé. Et donc, avec mes préoccupations ont changé, donc j'ai aussi, mon environnement a changé. Mes parents, mon père est mort, ma mère vieillit, sa parole se libère aussi parce que des choses qu'elle ne disait pas, elle les dit. Et donc, c'est venu dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, c'était plus loin. Maintenant, cette parole qui va probablement en fait disparaître un jour ou l'autre, forcément, de toute façon, je la porte. Après, je la porte pas comme une obligation, mais comme un choix. Et ça traverse un moment. Je ne vais pas écrire que sur ça dans ma vie. Et donc, je ne me sens pas... Et vraiment un écueil par rapport à ça. Et je le dis, je donne des ateliers d'écriture, et de faire de ces personnages des symboles, désincarnés, et qui n'ont aucune faille. Ils ont toujours raison parce que ce sont des victimes. Moi, ça ne m'intéresse pas et je raconte des humains. Des humains, et quand il y a un petit jeu d'écriture parmi les jeux d'écriture que j'aime bien donner, c'est écrivez un personnage qui défend une cause qui vous paraît noble, juste en tout cas, et il y a un défaut, ou un énorme défaut, une énorme faille, et cette personne-là, malgré tout, en fait, œuvre pour ce qu'elle considère comme bien, mais elle peut être aussi imbuvable. Et
Et dans le problème, la question de la représentation, la perfection de la représentation, j'écris pour un peuple qui n'a pas la voix au chapitre, etc. Et donc je dois créer des hommes parfaits ou des femmes parfaites. J'ai l'exemple de Toni Morrison, l'immense Toni Morrison, qui a eu le prix Nobel de littérature. On lui avait reproché, pour son premier roman, L'œil le plus bleu, d'avoir parlé d'inceste. Et des gens dans sa communauté afro-américaine, il y a si peu d'afro-américains qui écrivent, et toi tu nous parles d'inceste, hein. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme image? Elle a répondu, mais j'ôterais l'humanité de mes personnages, donc je les extirperais de l'humanité si je les présentais comme des êtres parfaits. Et ça existe, ça traverse le monde, l'univers, tous les êtres humains, et en particulier ma communauté. Donc je ne veux pas les extirper de l'expérience commune et en faire des êtres parfaits. Et donc ça rejoint vraiment ma conception des choses. J'ai envie. C'est pour ça que dans mon roman Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, ce n'est pas. Beaucoup de personnes pensent que c'est autobiographique. Et il y a cette phrase entre la réalité et la fiction. J'ai besoin de cette fiction pour chiffonner mes personnages. Si je raconte ma famille, je n'ai que de l'amour, de l'admiration pour ma famille, pour ma mère qui est là, pour mon père qui est mort. Voilà, je ne ferai pas pour moi quelque chose d'intéressant, un acte littéraire. Non, j'ai besoin de chiffonner mes personnages. Et dans mes personnages, vous l'avez dit, il y a le silence. Et ce qui est aussi intéressant quand on écrit, je rejoins certaines paroles qui ont été dites. Moi, j'écris pour moi. Mais après, on accompagne nos livres. Et cette semaine, par exemple, j'étais à Strasbourg pour des rencontres scolaires et voir comme ses propres propos peuvent résonner dans l'histoire collective et combler non seulement un trou de la mémoire peut-être familiale, sa propre mémoire familiale, mais aussi d'une mémoire commune et se produire devant des jeunes, leur parler par exemple des massacres du 17 octobre 1961 qu'ils ne connaissent pas, leur parler de même la guerre d'Algérie. On pense que oui, on en parle beaucoup, etc., etc. Leur dire la colonisation française en Algérie a duré 132 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ben non, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, rappeler ce qui, à partir peut-être d'un certain âge, ou quand on parle à des publics très concernés, ce qui paraît complètement acquis, on se dit, voilà, mais non, en fait, répéter et mettre en situation et faire vivre des situations à des personnages qui peuvent même ressembler. C'est pour ça aussi que j'écris pour la jeunesse, j'écris aussi pour la jeunesse, parce que les plongées des jeunes qui peuvent ressembler à ces personnes dans des situations qu'ils pourraient vivre ou qu'ils auraient pu vivre, pour moi, ça renforce en fait la possibilité d'identification et peut-être l'éveil de la conscience citoyenne, même si ce n'est pas le but final, même si je veux raconter, mais je veux aussi dire sur la société dans laquelle je vis. Alors, à vous écouter les uns et les autres, j'ai le sentiment, en tout cas c'est ce que je ressens, que vous êtes à la fois à des degrés divers, les uns et les autres, à la fois des sentinelles vigilantes contre l'oubli, qui est pour le coup l'opposé de la mémoire. Dans votre cas, Blaise Ndala, en découvrant ces tombes, vous vous posez tout à coup des questions sur cette histoire et vous allez chercher, vous allez creuser pour l'extirper de l'oubli finalement et l'offrir en partage. Donc vous êtes à la fois dans cette posture de sentinelle et donc de vigilance et en même temps de passeur, de transmission. Et du coup, il y a 3 mots moi, qui me viennent à l'esprit sur lesquels je voudrais vous interroger en tant qu'écrivain. Quand vous vous mettez dans l'acte d'écriture, vous êtes à la fois dans la question donc de la transmission, de la réparation, ou en tout cas, est-ce que vous vous sentez là-dedans? Parce que là, je vous partage ce que moi je ressens en vous écoutant, mais est-ce que vous vous sentez là-dedans, dans la transmission, dans la réparation de choses du passé qui n'ont peut-être pas assez été dites, pas assez expliquées, pas assez partagées, et aussi dans l'acte de création, parce que finalement, votre vocation qui est au cœur de vos tripes, c'est de créer. Donc, quelle est la part de ces 3 mots, transmission, réparation, création, dans votre acte de création littéraire? Aminata? Je me lance. Transmission, réparation, création. Alors, je commence par... J'ai envie de dire... Déjà, ça me fait penser quand je commençais à écrire le roman Impossible de rester,
C'est une histoire qui raconte l'histoire d'une jeune Ivoirienne qui arrive au Maroc, qui se pose des questions d'identité par rapport à sa couleur, par rapport à sa classe sociale au Maroc, par rapport au regard de la société d'accueil. Donc, ce sont des questions que j'avais traitées. Il n'y avait rien d'imaginaire là-dedans. C'est des questions que j'ai abordées dans le cadre de mon travail. Et à un moment, je me suis retrouvée face à une urgence qui avait quelque chose à dire de ces histoires, mais autrement qu'à travers des rapports, autrement à travers un certain plaidoyer qu'on faisait avec certains amis. Et j'étais convaincue que l'écriture remplit souvent quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement que par l'écriture. Je me suis dit, ces histoires, dans des rapports techniques, académiques, ils ne valent que des illustrations. Ça reste des récits. Et donc, il y a cette fonction-là, quand on écrit, de se dire, ce sujet, cette idée, je ne pourrais l'apporter que par l'écriture et pas autrement. Donc, il y a déjà donc cette idée de se dire, je veux l'apporter comme ça pour transmettre, pour raconter cette histoire. Ça fait le lien aussi avec le fait de la question de la diaspora. On écrit souvent des histoires où peut-être d'autres ne pourraient pas raconter parce que ce sont des moments précis qu'on vit au quotidien dans notre vie. Donc, il y a cet espace d'écriture qui fait que forcément on transmet des choses qu'on ne voit que de cette position en étant de quelque part et en vivant quelque part et en étant installé ailleurs. Donc, il y a cette notion de transmission. Je dis toujours que on écrit, le panel avant le disait souvent parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je dis j'écris parce que ça règle mes questions de troubles à la communication. C'est mon seul moyen d'expression. Donc, c'est vraiment le moyen par lequel je peux transmettre. Et cette histoire particulièrement, je me disais qu'elle ne pouvait être transmise que comme ça. Donc, il y a forcément cela, même si ça ne vous prend pas au moment d'écrire, mais il y a forcément cette idée derrière la tête qu'on n'écrit pas que pour soi, on écrit aussi pour que ça reste. Et je me suis dit, cette histoire particulière que je raconte sur les migrants subsahariens au Maroc est une histoire qui va vite être du passé, ça va être moins contemporain, mais il faudrait qu'on sache que ça a existé, que des personnes ont eu ces récits durs, que ces personnes ont vécu ces choses. Donc, elle avait lieu d'être présente dans l'imaginaire, dans les récits que nous racontons. Donc, de réparation, peut-être moi, je vois l'écriture plus de réparation pour moi-même d'abord, avant tout. Donc, c'est très personnel, c'est un moyen pour moi d'être avec l'autre. Et de création, j'aime dire justement, je ne suis pas beaucoup à l'aise dans cette table ronde parce que je me dis que je suis avant tout une artiste. Pour moi, écrire, c'est comme de la couture, c'est filer, c'est tisser. On finit, comme Leila le disait, on finit par nous porter des messages politiques, mais tant mieux. Mais souvent, on est vraiment, moi, quand j'écris, je suis plus dans une posture d'artiste que d'écrivain engagé, politique, académicien, voilà. Donc, je me décris plus dans ce sens, dans un acte de production créative. Donc, du coup, les trois mots, pour moi, ils sont complètement légitimes et ce sont des mots qui sont inhérents au travail d'écriture. C'est aussi, pour conclure là-dessus, c'est aussi dans l'intention souvent de répondre à des silences. Par exemple, ce dernier livre, quand je me disais, c'est un livre, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait écrit, mais c'est aussi pour répondre à certains silences sur des sujets qui sont mis en lumière de cette façon, qui peuvent passer aussi que par cette façon fictionnelle, par l'œuvre littéraire. Et donc, voilà, je m'arrête là. Je vais m'étaler. Alors, je vais encore une fois me réfugier dans ma casquette de sociologue. Et non, on veut Elgas, on ne veut pas le sociologue, on veut Elgas. Les sociologues peuvent être des écrivains parfois aussi. Non, il y a une dualité presque existentielle entre ce qu'on dit et ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on peut. Donc, en sociologie, jadis en philosophie, la première chose qu'on apprend aux gens, c'est de douter. Voilà. Il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce que les gens disent. Il faut aller toujours chercher quelque chose de l'ordre de l'indicible, de l'ordre de l'inavouable. Et toute la richesse, justement, d'une enquête, c'est d'aller justement aller chercher l'inconfort de ce qu'on ne peut pas dire. Et donc, c'est pourquoi il faut tout aussi questionner l'histoire, la vérité. Il faut ici questionner les récits, même les récits d'écrivains. Parce que même un choix qui paraît rationnel
peut être aussi parfois contraint par des complexités et justement par un écosystème qui peut aussi peser dans nos décisions. C'était le sens de ce que je disais, et Blaise a parfaitement raison, je suis content pour lui, il avait cette opportunité folle d'aller en Belgique. Quand on regarde toutes les trajectoires dans la migration, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui partent très souvent quand on part, c'est par la contrainte. Les plus grandes migrations à l'intérieur du continent africain sont à l'intérieur du continent africain. La première cause, ce sont les conflits. Les gens partent parce que, voilà, on part parce qu'on n'a pas forcément ce que l'on veut. Donc, le départ, c'est pourquoi je parle de violence symbolique. Et quand on part aussi pour aller chercher dans un autre pays ce qu'on n'a pas dans son pays, c'est aussi une forme de violence. Quand on quitte son pays sur des esquifs fragiles et qu'on va sur les côtes de Lampedusa ou de Ceuta, en fait, c'est toute cette grammaire plutôt générale dont je parlais, pas forcément du statut assez privilégié qui peut être parfois le nôtre, parce que moi aussi j'ai été comme Blaise, j'ai eu une bourse sénégalaise et je suis parti en France, donc je ne fais pas partie forcément des damnés de ces conditions-là. Alors, pour revenir à une étiquette peut-être plus journalistique et plus d'écrivain, le mot réparation, oui, forcément. J'ai écrit une série de chroniques qui s'appelle Inventaire des idoles, qui est paru récemment. Inventaire des idoles, son existence est commandée par un fait simple. Je me rendis compte que dans mon pays, le Sénégal, quand on cherchait la biographie des personnages historiques, quand on essayait juste d'avoir des informations sur des gens que l'on connaît, que l'on admire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il fallait aller dans des blogs un peu obscurs et, si on est fortuné, tomber sur quelques informations très, très maigres. Et je me suis dit qu'il y a peut-être là le moyen de réparer parfois, en tout cas de contribuer très modestement à essayer d'avoir une trace biographique. Exactement, à lutter contre l'oubli. Et justement, et surtout dans nos périodes, avec les moyens numériques dont nous disposons, nous avons quand même des outils performants pour essayer justement de donner à la mémoire une certaine épaisseur. J'ai aussi écrit une biographie d'un avocat sénégalais qui avait complètement disparu des radars, qui s'appelle Fadilou Diop. Et ainsi de suite, il a été l'avocat du FLN, il a été avocat aussi de Ernest Ouandié, qui était un grand militant anticolonial camerounais. Et dans ce sens-là, oui, l'écriture a une portée réparatrice. Mais cette portée réparatrice, on ne peut pas la postuler en quelque sorte, parce que tout ce qui est postulé peut justement se heurter au mur des aléas, et justement ce que l'on dit, ce que l'on souhaite et ce qu'on va produire, on n'est pas le maître justement qui va décider de ce qui va advenir. Et cette part en fait incompressible qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la part du doute, mais c'est aussi le charme en fait de la création et de l'écriture. La création, forcément, on essaie modestement, j'ai écrit un roman, on essaie de faire vivre à la fois des univers, des personnages, des imaginaires. Donc voilà, donc la création, sans doute, on peut la revendiquer aussi. Et puis je m'aligne tout à fait sur ce qu'a dit Leïla, sur ce qu'a dit Blaise, ainsi de suite, et sur ce qu'a dit Mabrouk. Il n'y a pas d'injonction, parce que l'acte d'écriture demande une liberté absolue. On ne peut pas vivre justement dans les carcans et justement subir des influences et pouvoir produire à notre guise. Donc l'acte de trahison, comme le disait un écrivain que je ne citerai pas parce qu'il est un peu funeste français, il disait que la première ligne qu'on écrit, c'est une forme de négation de toute l'humanité. Et je pense que c'est une très très belle phrase. Ça dit la puissance de la littérature. Et puis le dernier mot, c'est transmission. Je pense que c'est important, mais la transmission, on ne la fait pas uniquement en littérature, pour le coup. La transmission, elle est familiale, elle est avec des amis, elle est intellectuelle, elle est journalistique. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes des transmetteurs. Nous sommes des transmetteurs peut-être inconscients, parce que toute mémoire qui transite par des canaux, et nous sommes souvent ces canaux-là, livres ou pas. Donc j'ai envie de démocratiser ce mot-là, qui a sa pleine place aussi dans la littérature. Je vais d'abord parler de réparation. Vous parliez tout à l'heure de silence. J'ai été très attentive à ce qu'a dit Mabrouk. Et je pense que les histoires ne sont pas les mêmes en fonction aussi du territoire d'où l'on vient. Il se trouve que la domination, enfin, si on parle de domination coloniale par exemple, je ne me sens pas vraiment, si je veux être sincère, porteuse d'une
Je n'ai pas vraiment vécu ça dans ma chair, peut-être parce que je suis née bien après l'indépendance du Maroc, donc je n'ai pas souffert de ça, absolument pas. Et donc je ne peux pas utiliser cette domination-là, absolument pas. Par contre, les dominations sont nombreuses. Il faut aussi considérer les dominations liées au genre, porter en réalité un regard intersectionnel sur la question des dominations. Il y a aussi les dominations sociales, qui sont les plus fortes parce qu'elles touchent directement l'individu dans ce qu'il est, dans son quotidien. Et donc forcément la réparation est peut-être un peu là quand j'écris, parce que il y a eu des dominations, mais elles ne relevaient pas que de l'aspect purement historique, mais aussi voilà, des dominations sociales, des dominations de genre et autres. Transmission, voilà, pour la transmission. Donc justement, la réparation m'amène à la transmission. Et justement, parce qu'il y a ces dominations-là qui creusent toujours des failles en nous, eh bien, j'écris quand même avec une idée presque de dernier recours. Je me dis, mais c'est mon dernier recours, puisque je ne peux réparer certaines choses. L'écriture est quand même là, et c'est un outil puissant de ce point de vue-là. Reste le dernier aspect, donc c'est la créativité. Et en même temps donc, que je vais faire cette transmission en mettant à nu quand même mes failles, parce que c'est à partir de là que j'écris, j'ai un rapport aussi quand même obsessionnel à la langue. Il faut que j'adapte ma musique, c'est presque une musique en fait. Voilà. Il faut que j'accorde mon instrument à l'émotion que j'ai envie de véhiculer. Et c'est là qu'arrive ce qu'a dit Aminata, le travail artistique. Et c'est d'abord pour ça que j'écris. Sinon, je peux revendiquer tout ça ailleurs. Mais moi, je veux d'abord faire un travail sur la langue, faire peut-être de ce qui a constitué quelque chose de mauvais, d'une certaine laideur, que peut parfois, malheureusement, nous montrer la vie, quelque chose de beau. Donc faire de cette laideur-là quelque chose de beau. C'est ça mon projet. Je m'attache en adhérant à pratiquement tout ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé. La question de la transmission en particulier, que je trouve pour moi en fait consubstantielle à l'écriture. Hein. Je pense qu'en d'autres mots, Elgas l'a dit, toute littérature finalement essaie de capter et de mettre à l'échelle du temps le vécu, les expériences de la condition humaine d'un peuple donné, d'une société donnée à un moment. Tu veux savoir ce qu'était la France de la Troisième République, ou je ne sais pas, de la Quatrième, tu vas lire le Zola et consorts, des Maupassant, tu trouveras ce que c'était cette société. De ce point de vue, je pense que oui, ce que je fais, ce que je laisse comme trace scripturale à travers la fiction, à travers le roman, dira, si j'ai un peu de chance dans 50 ans, rêvons, ce qu'aura peut-être été la manière dont de jeunes comme moi venus du Congo ont pu affronter la question de l'oubli, la question du non-enseignement d'une partie de leur histoire, une fois qu'ils étaient arrivés dans une société où ils avaient plus d'outils, où il y avait des témoignages vivants, des lieux, des symboles, des boulevards, des édifices, des statues de Léopold II qui leur disaient une partie de ce qu'ils étaient et une partie de la manière dont ils étaient vus et une partie de la manière dont ils étaient racontés. Mais de manière encore plus personnelle, là où on se rend compte que cette transmission peut rejoindre des destins vraiment singuliers, individuels, je vais m'arrêter à l'anecdote, en fait un témoignage que j'ai connu dans la ville québécoise de Rimouski, où je suis allé présenter, donc j'irai dans le ventre du Congo il y a quelques mois. J'arrive, je parle de cette histoire de cette princesse Kuba qui disparaît à Expo 58, qui avait été exposée et dont la nièce revient dans les années 2000, à l'avenue où je venais moi-même étudier en Louvain-la-Neuve et qui cherche à connaître la vérité.
Et je raconte tout ce qui est dans le roman. Et là, à la toute fin, alors que les Québécoises ont posé toute une série de questions, c'est pas possible, on n'a pas pu faire ça, pas au XXe siècle quand même. Et à la toute fin, vers le fond de la salle, il y a un monsieur d'un certain âge qui lève la main. Et il s'élève, il est très ému. Certains le connaissent parce qu'il donne des cours d'une certaine littérature orale qu'on appelle les Kassala. Hein, le professeur Kabuga, voilà, Jean Kabuta. Je peux le nommer, je lui ai demandé si je pouvais partager son témoignage. Il dit, mais Blaise, ce que tu viens de faire, c'est de raconter l'histoire que je n'ai jamais racontée à mes petits-enfants qui sont nés en Belgique. Je n'ai jamais trouvé les mots, je n'ai jamais trouvé la distance nécessaire pour leur dire que oui, en 1958, au parc du Heysel, je faisais partie des enfants qui étaient exposés dans ce zoo humain. J'avais 9 ans, je faisais partie de la chorale qu'on appelait les petits troubadours du roi Baudouin, et j'étais là. J'étais jeune, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui clochait, que je ne devais pas être là. Et puis finalement, j'ai demandé à mes parents, qu'est-ce que c'était, dans quelles conditions nous amener, c'était un tabou. Ah, tu comprendras quand tu grandiras. Et puis ils sont décédés, on n'en a jamais parlé. Moi-même, je n'ai jamais su comment les dire à mes enfants. Oui, de ce point de vue, pour dire que des histoires comme celle-ci, qui arrivent d'une manière indirecte, oui, compensent les non-dits, les silences de l'histoire, en tout cas l'histoire principalement racontée par le lion. Donc quand le chasseur, à son tour, pour reprendre une formule que l'on connaît bien, tente de combler ces trous, ça rejoint par la création le besoin donc de transmettre. Et pour ces gens-là, c'est une manière de réparer aussi ces silences qui a distendu les liens affectifs ou émotionnels qui auraient permis à ces enfants de comprendre qui est ce grand-père taiseux qui ne nous dit pas tout et qui ne répond pas toujours aux questions qu'on lui pose. Spontanément, j'aurais pensé à l'ordre création, transmission et éventuellement réparation. Et en réfléchissant, je me suis dit, l'acte fondateur peut-être et de la réparation, mais d'un point de vue intime, c'est que mes parents ne savaient pas lire, pas écrire en fait, et qu'ils nous ont mis énormément de pression pour ça en fait, pour maîtriser la langue. Et finalement, au tout départ de mon histoire personnelle vis-à-vis de l'écriture, il y a peut-être cette réparation-là, familiale. Après, la création, c'est mon moment, c'est ce qui m'appartient et les mondes que je veux revisiter. La transmission, moi, mon envie, c'est de transmettre des questions. Alors, Elgas a parlé de doute, en fait. Et voilà, moi, je veux questionner les gens. Je ne veux pas asséner forcément mes vérités. Et les plus belles réactions que j'ai, c'est quand des gens me disent « Oui, ça a ouvert mon spectre, mon champ des questions, mon horizon, etc. etc. » Puis on revient éventuellement à la réparation. C'est dans la réaction des autres. Et là aussi, c'est la magie du livre. Parfois, il est arrivé que des personnes, des lecteurs, des lectrices me disent « Je me suis un peu réparé en lisant votre livre parce que ça parle de quelque chose que j'ai vécu ou que des gens dans mon entourage ont vécu et que je pense un peu mieux appréhender. Alors, je ne les comprends pas forcément mieux, mais je me pose des questions différemment. » Donc, la question, voilà, les questions que je pose, et donc on parle de réparation, création, transmission et éventuellement la réparation. Et la réparation ne concerne pas, alors pour faire une boucle, que des gens de la diaspora. Et ça, c'est là aussi le grand côté universel de la littérature, c'est qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout le même commun que moi, qui se sont reconnus ou qui sont reconnus dans les questionnements abordés dans mes livres. Donc, il peut y avoir des gens du Limousin, des gens voilà, qui n'ont absolument aucun rapport, des gens du Maroc qui ont une histoire de... Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui m'ouvre à cette magie de ce qu'est le livre. Merci beaucoup à tous les 5 pour ces témoignages et ces analyses.